Bienvenue à la série de balados intitulée « Traitement novateur pour les troubles de la coagulation » produite par la Société canadienne de l'hémophilie. Voici votre animateur, David Page. Les épisodes explorent les thérapies qui pourraient bientôt être disponibles au Canada pour le traitement de l'hémophilie A et B, de la maladie de Van Willebrand et d'autres troubles rares de la coagulation tels que la thrombosthénie de Glanzmann. Notre guide pour les nouvelles thérapies est le Dr. Roy Khalife, professeur adjoint à l'Université d'Ottawa et co-directeur du programme régional d'Ottawa pour les troubles de la coagulation chez les adultes à l'hôpital Ottawa. Cette première vidéo balado explorera les thérapies qui pourraient être disponibles au Canada dans les 2 ou 3 prochaines années. Bienvenue, Dr. Khalife. Merci, David, pour l'invitation et pour l'occasion de discuter de ces nouvelles options de traitement émergentes pour l'hémophilie. Donc, je suis hématologue à l'hôpital d'Ottawa, principalement pour des patients adultes, et ma pratique clinique est surtout axée sur les troubles de coagulation et d'autres maladies rares en hématologie. Donc pour moi, c'est vraiment très excitant ou stimulant de voir l'évolution des traitements de l'hémophilie au cours de la dernière décennie. On est allé bien au-delà des perfusions traditionnelles de facteurs. Maintenant, on a des traitements qui durent plus longtemps, des traitements qui sont administrés par injection sous la peau plutôt que intraveineux. Et puis même des traitements qui agissent en modifiant l'équilibre naturel de la coagulation plutôt qu'en remplaçant directement le facteur qui manque. Donc, ça offre plusieurs choix ou de véritables choix, mais aussi, on va parler de certaines questions importantes au sujet de la sécurité ou de l'accès à ces traitements-là pour nos patients. On va commencer avec un nouveau produit qui s'appelle Altuvio. Je ne dirai pas le nom scientifique parce que j'ai de la misère à le prononcer. Mais c'est une technologie qui est plutôt familière à notre audience parce que c'est un facteur 8. Donc, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est très différent. Pourriez-vous parler un peu de comment ce nouveau produit Altuvio diffère des facteurs 8 qu'on a depuis longtemps? Oui, absolument. Donc, quand vous avez raison, Altuvio, ça reste un traitement qui est du facteur 8 recombiné. Donc, Altuvio est destiné ou est indiqué pour les enfants et les adultes de tout âge et de toute sévérité qui sont atteints d'hémophilie A, sans inhibiteur. Donc, on peut l'utiliser en prévention régulière, donc en prophylaxie ou comme traitement sur demande pour traiter les saignements. Et puis aussi autour des interventions chirurgicales. Donc, comme vous avez dit, Altuvio, c'est toujours du facteur 8, mais il a été modifié pour rester plus longtemps dans le corps. Donc, avec une demi-vie d'environ 40 heures, on peut faire une infusion par semaine et permettre de garder des niveaux de facteurs qui sont élevés et stables pendant toute cette semaine-là. Donc, normalement, le facteur 8 est éliminé assez rapidement de la circulation sanguine, mais cette version, cette thérapie-là utilise plusieurs technologies qui protègent le facteur 8 et ralentit son élimination par l'organisme et ralentit son interaction avec le facteur de Van Willebrand qui normalement diminue la demi-vie du facteur 8. Donc ça, c'est un des principaux avantages de Altuvio, c'est que la perfusion intraveineuse est seulement une fois par semaine et permet de protéger contre les saignements. Si on se compare avec les facteurs 8 plus traditionnels, je pense que le taux de facteur 8 tombait après 2 ou 3 jours à 1 à 3%. Et là, on a un creux plasmatique beaucoup plus élevé. Exactement. Donc, avec Altuvio, une infusion par semaine, à la fin de la semaine, donc après 7 jours, on voit que les niveaux de facteur 8 restent autour d'environ 15%, donc ce qui est plus élevé que d'autres produits de facteur 8. Vers mi-semaine, donc autour du jour 4 après l'infusion, les niveaux restent
aussi au-delà de la normale, donc autour de 40%. Donc, pour une grande majorité de la semaine, les personnes avec l'hémophilie A sont protégées contre les saignements spontanés, et aussi peuvent se permettre de faire des activités plus physiques ou des sports sans nécessairement toujours à essayer de penser quand est-ce que je dois faire mon infusion selon des activités que je fais. Qu'est-ce que la recherche nous dit pour un niveau de facteur 8 de 15% en termes de protection des saignements? Oui, donc c'est une excellente question. On n'a pas trouvé le chiffre magique qui réduit ou élimine tout saignement, mais ce qu'on sait au niveau de l'hémophilie A, c'est un niveau de facteur 8 probablement autour de 12% nous protégerait contre des saignements spontanés, donc des saignements surtout au niveau des articulations qui pourraient causer des problèmes à long terme. Donc on est capable d'atteindre ces niveaux-là avec les facteurs 8 qu'on a présentement, mais ça veut dire que la personne doit faire une infusion pas mal à tous les jours, ce qui est problématique pour la plupart des gens. Donc en ayant un produit qu'on fait une infusion par semaine et vers la fin de la semaine, nos niveaux sont toujours plus que 15% ou autour de 15%. Mais ça protège contre les saignements spontanés et le dommage chronique au niveau des articulations. Il y a beaucoup d'hémophiles sévères maintenant qui se traitent avec de l'omecizumab, avec Hemlibra. Pour quelle personne est-ce que Altuvio pourrait être une alternative? Oui. Donc c'est ça. C'est important de comprendre que Altuvio nécessite toujours un accès intraveineux qui pourrait être, pour certaines personnes, un désavantage ou plus difficile pour certaines personnes et familles à faire. Et ce qui est important, donc, ça devient un choix personnel selon ce que la personne désire faire en termes d'activité, en termes de sport, en termes de balancer un petit peu les risques de la vie quotidienne, et puis la capacité de faire des traitements, des perfusions intraveineuses de façon continuelle. Donc c'est des choses qu'on discute avec chaque personne, et puis la décision est vraiment individuelle de ce côté-là. Donc, ça se peut que ce soit une thérapie qui est plus flexible. Donc, quelqu'un peut céduler ses infusions, ses perfusions pour coïncider avec des activités à risque. Absolument. Et en fait, pour certaines personnes qui sont peut-être très actives ou font certaines activités plus à risque de saignement, en faisant 2 infusions de Altuvio par semaine, théoriquement, leur niveau serait dans la normale pour toute la semaine. Donc, c'est des choses qui sont aussi discutées pour chaque personne. Ce qui est important aussi à comprendre avec ce traitement-là, c'est que c'est indiqué aussi, ou ça peut être utilisé pour ceux qui ont une hémophilie plus légère ou modérée, donc qui peut-être ne nécessite pas des infusions toutes les semaines en prophylaxie. Par contre, en temps de chirurgie, par exemple, au lieu d'avoir besoin d'infusion à tous les jours ou à tous les 2 jours, ou continuer pour une certaine période après la chirurgie, mais ces personnes-là aussi vont en bénéficier parce que ils peuvent avoir besoin de peut-être une seule dose ou 2 doses. Donc ça minimise le stress et la charge de ce traitement-là sur ces personnes-là aussi. Il me semble que ça simplifie aussi le traitement. Les gens ont besoin seulement une thérapie, donc Altuvio. Ils n'ont pas besoin d'avoir omecizumab et un inventaire de facteurs au cas où. Oui, absolument. Donc, c'est ça. C'est des choses qui sont toujours tenues en compte quand on prend une décision sur quel traitement est le plus bénéfique pour chaque individu. Et donc, ça, c'est l'important dans cette discussion-là, c'est que maintenant, on a le choix de ce qui est plus bénéfique pour chaque personne selon leur situation. Et puis, chaque situation change, donc c'est pas parce qu'on est sur un traitement qu'on peut pas éventuellement changer pour un autre traitement selon ce qui se passe dans notre vie à ce moment-là.
Donc, il n'y a aucune thérapie qui est parfaite. Ils ont tous des désavantages. Et je pense pas que la situation avec les inhibiteurs a changé beaucoup. C'est un facteur 8, donc toujours le risque d'inhibiteur. Oui, par contre, présentement, les études cliniques n'ont pas démontré l'apparition de nouveaux inhibiteurs. Donc, le profil d'innocuité a été jugé quand même bon pour Altuvio. C'est certainement que on va avoir des études à long terme et puis continuer à surveiller, mais pour l'instant, on n'a pas vu d'apparition de nouveaux inhibiteurs. Et on n'a pas beaucoup de données sur les bébés, sur les nouveau-nés qui commencent avec Altuvio. Oui. À ma connaissance, non. Je suis pas hématologue en pédiatrie, mais à ma connaissance, on n'a pas de données pour ceux qui n'ont jamais été traités avec du facteur. On va passer à une autre nouveauté. Peut-être juste mentionner que Altuvio a été approuvé par Santé Canada en mars 2025 et a reçu des recommandations positives. Par contre, donc on s'attend à ce que ça soit disponible au printemps 2026, mais ça c'est sous réserve de décision finale par les systèmes provinciaux. Donc on va voir. Et on va avoir deux décisions, une décision pour Québec puis une décision pour le reste du pays. On va passer une autre thérapie nouvelle et innovatrice qui s'appelle le MyMate. Pouvez-vous nous parler de MyMate? Donc oui, MyMate est un traitement qui pourrait être connu par certaines personnes à cause de emicizumab, fonctionne un petit peu de la même manière. Donc c'est indiqué pour les personnes qui sont de tout âge, qui sont atteintes d'hémophilie A, avec ou sans inhibiteur. Et c'est un traitement de prophylaxie. Donc, on le donne pour prévention de saignement. On ne peut pas l'utiliser pour traiter un saignement actif. On a toujours besoin de facteur 8 dans ce cas-là. Donc, c'est un mimétique du facteur 8. Ça agit comme le facteur 8 sans en être réellement un. Puis, donc, ce qu'il fait, il rapproche deux protéines de coagulation, le facteur 9, le facteur 10, pour faciliter la formation de caillots. Donc c'est un traitement qui est donné par injection sous-cutanée et puis agit de façon continue, donc toujours présent dans la circulation. Est-ce que ça se donne à la même fréquence que emicizumab, une fois par semaine ou 2 semaines ou 4 semaines? Oui, donc au niveau des études cliniques, plusieurs, ça a été étudié à différentes fréquences, soit hebdomadaires ou mensuelles. Et puis on a vu l'efficacité similaire pour soit par semaine ou par mois. Et ce qu'on suppose ou ce qu'on voit, c'est probablement que on aura une meilleure protection contre les saignements que l'emicizumab. Surtout dû au fait que il y a un effet d'équivalence où le facteur 8 est probablement autour de 40%. On peut jamais dire exactement où est-ce que le facteur 8 ou le facteur 8, l'équivalence du facteur 8 est, mais on pense que c'est autour de 40% pour quelqu'un qui prend du MyMate versus probablement autour de 15% pour quelqu'un qui est sur emicizumab. Donc, on a une protection un peu plus grande au niveau des saignements, surtout des saignements spontanés qui pourraient causer du dommage à long terme au niveau des articulations. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que MyMate vienne au Canada prochainement? On espère bien. Donc, je pense que l'évaluation de Santé Canada devrait arriver. MyMate a été approuvé. MyMate est en train d'être vu au niveau aux États-Unis. Et puis, Santé Canada devrait suivre par la suite. On s'attend ou espère qu'on devrait l'avoir probablement en 2027. Mais on n'a pas contrôle là-dessus.
On va passer à une autre catégorie de thérapie innovatrice qui s'appelle des agences qui rééquilibrent l'hémostase. Pourriez-vous parler de ce concept? Oui, c'est un concept qui est très intéressant. Les agents de rééquilibrage, je m'excuse, je suis pas certain du terme en français exactement pour ces produits-là, mais présentement, mais c'est une nouvelle approche de traitement où est-ce que on essaie d'aider le sang à coaguler en modifiant l'équilibre de notre système de coagulation. Donc, plutôt que de remplacer le facteur manquant, on change comment le système de coagulation fonctionne. On essaie de le basculer. Donc, on peut penser un petit peu à une bascule. D'un côté, on a des forces qui favorisent la coagulation. Donc, ça, c'est les facteurs 8, facteur 9, par exemple. Et de l'autre côté de cette bascule, on a des forces qui sont anticoagulantes. Donc, c'est des freins naturels qui empêchent de coaguler excessivement. Donc, quelqu'un qui est atteint de l'hémophilie A ou l'hémophilie B, sur le côté pro-coagulant, et ce côté-là est un petit peu trop léger, donc on bascule vers le saignement, vers le risque de saignement. Et les traitements traditionnellement ont été qu'on donne du facteur 8, on donne du facteur 9 pour rebalancer tout ça. Les agents de rééquilibrage vont adopter une autre stratégie où est-ce que, au lieu d'ajouter du gaz, on relâche un peu les freins. Donc, on bloque certaines protéines anticoagulantes, comme l'antithrombine par exemple, ou l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire. En anglais, c'est les gens vont voir TFPI. Et le but, c'est de rééquilibrer tout ça. Donc, c'est une stratégie qui est intéressante, qui pourrait susciter l'intérêt de certaines personnes qui veulent un traitement par injection sous-cutanée, donc en dessous de la peau. Et c'est un traitement qui pourrait fonctionner, ou c'est des traitements qui pourraient fonctionner pour plusieurs troubles de coagulation. Donc l'hémophilie A, l'hémophilie B ou d'autres troubles aussi. Et puis ils sont efficaces en présence d'inhibiteurs aussi. Donc ça devient une stratégie qui est intéressante. Par contre, il faut quand même balancer cet aspect-là parce qu'on parle de toucher au système de coagulation, jouer un petit peu avec le système de coagulation. Et il y a un risque qu'on favorise la formation de caillots sanguins. Le caillot sanguin, ça veut dire crise cardiaque ou embolie, etc. Oui, exactement. Donc, des caillots peuvent se former soit au niveau cardiaque, donc une crise cardiaque, un infarctus au niveau du cœur, un accident cérébral, un accident cérébrovasculaire, ou potentiellement une embolie pulmonaire, une thrombose veineuse profonde au niveau des jambes. Donc, ça, c'est des choses qui doivent être surveillées et discutées aussi, là. Et on va en parler un petit peu plus avec chaque traitement. Donc, on va parler des traitements. Le premier qui est déjà approuvé au Canada par Santé Canada, je pense que Santé Canada est le premier au monde à approuver Concizumab avec le nom de commerce, de marque de commerce Alhemo. Pouvez-vous nous le décrire? Oui, donc Concizumab, c'est une belle surprise de voir que le Canada a été le premier à approuver un traitement comme tel. Donc, c'est approuvé pour les adolescents et les adultes qui sont atteints d'hémophilie A ou B avec inhibiteur. Donc, ça vient combler un certain besoin, surtout chez les patients qui sont atteints d'hémophilie B avec inhibiteur, parce que présentement, on n'a aucun traitement pour faciliter la charge ou la prise en charge. Donc, c'est un traitement qui est intéressant de ce côté-là. Donc, c'est dans la famille de ces agents de rééquilibrage. Donc, ce que ce traitement-là fait, il bloque une protéine anticoagulante qu'on appelle l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire, ou en anglais Tissue Factor Pathway Inhibitor, TFPI, et puis qui agit normalement comme un frein de la coagulation. Et ce que Concizumab va faire, c'est qu'il va retirer ce frein ou minimiser l'action de ce frein-là et favoriser la formation de caillots. Donc, on donne ce médicament-là est donné de façon quotidienne par injection sous-cutanée.
Et le deuxième, qui est un peu semblable, ça s'appelle le marstacimab. Oui. Oui, donc marstacimab est aussi agit de la même manière, donc bloque différents domaines que concizumab, mais agit en bloquant ce frein-là, donc le TFPI ou l'inhibiteur du facteur tissulaire. Et on donne aussi de façon subcutanée. Par contre, c'est un traitement qui est donné une fois par semaine. Donc, ça, c'est une des différences. Aux États-Unis, il a été approuvé pour les adolescents et les adultes atteints d'hémophilie A ou B sans inhibiteur. Mais au Canada, on n'a pas encore de détails en termes de soumission à Santé Canada. Donc, probablement, on ne sait pas s'il va être soumis à Santé Canada et approuvé. Pour l'instant, ce qu'on sait pour les deux médicaments, donc concizumab et marstacimab, c'est qu'ils ne sont pas disponibles au Canada. Concizumab ne sera pas commercialisé au Canada pour le moment. Et donc, on est en attente pour voir un peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là et si les choses changent. Les deux offrent les deux traitements permettent de réduire les saignements et fonctionnent bien chez les patients avec hémophilie A et B. Mais pour l'instant, l'accès n'est pas possible à ces traitements-là. Et puis, il y a certains risques de formation de caillots aussi. Je vais toucher un petit peu plus là-dessus après qu'on discute du dernier traitement. Oui, le troisième est peut-être le médicament sur lequel on a le plus d'informations parce qu'il est en essai clinique depuis presque 10 ans. Et on saura pourquoi tantôt. Donc, ça s'appelle le fitusiran. Oui. Donc, fitusiran est aussi indiqué pour les adolescents et les adultes qui sont atteints d'hémophilie A ou B avec ou sans inhibiteur. Et c'est un traitement en prophylaxie, donc encore la prévention. On ne peut pas l'utiliser pour traiter des saignements. Le fitusiran agit de manière différente que les deux autres. Donc ici, maintenant, on cherche à réduire les niveaux d'antithrombine. L'antithrombine, c'est un anticoagulant naturel qui est produit par notre foie. Et puis, avec l'aide d'une technologie basée sur l'ARN, fitusiran est une molécule qui va aller au niveau des cellules du foie pour diminuer la production d'antithrombine. Donc, encore là, on enlève ce frein-là au niveau du système de coagulation et on permet la formation de caillots pour qu'elle dure plus longtemps et permettre de former un caillot et prévenir ou empêcher le saignement. Donc, c'est un traitement aussi qui est donné de façon sous-cutanée, en dessous de la peau, et puis un traitement qui est donné une fois par semaine. Ça a été montré ça réduit de façon significative les saignements chez plusieurs personnes atteintes de plusieurs types d'hémophilie. Pour l'instant, on sait que c'était approuvé aux États-Unis l'année passée en mars 2025, mais il y a rien qui a été annoncé encore pour le Canada en termes d'accès ou commercialisation pour ce traitement-là. Donc, on devrait peut-être parler un peu plus de toute la question des thromboses parce que c'est quelque chose qu'on connaissait pas avec les facteurs 8 et les facteurs 9 auparavant. On n'avait pas assez de caillots. Donc, je pense qu'on a vu des problèmes dans les essais cliniques avec certains de ces produits-là et on essaie d'ajuster le dosage pour être à la fine pointe, pas trop d'anticoagulants, mais juste assez de coagulants. Qu'est-ce qu'on sait des risques? Donc, tous les agents de rééquilibrage ont été associés à des caillots sanguins dans certaines situations. Surtout lorsqu'on les a combinés avec d'autres traitements procoagulants à différentes doses ou à forte dose. Donc, ce que les essais cliniques ont permis de comprendre dans le fond de ce côté-là, c'est que on a besoin d'ajuster les doses, on a besoin d'améliorer la sélection des patients, on a besoin de clarifier un petit peu les règles d'utilisation pour ces traitements aussi pour diminuer
le risque de formation de caillots de façon importante. Mais ce qui est important aussi, c'est de rester vigilant. Donc, ça demeure essentiel à la formation de caillots. Les Concizumab et Fitusiran, dans les deux cas, les essais cliniques ont été modifiés. Le protocole a été modifié parce que les patients ont développé des caillots pendant l'essai clinique. Donc, dans le cas de Concizumab, la dose a été diminuée. Et puis, dans le cas de Fitusiran, la même chose. Ce qui a été fait avec Fitusiran, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les patients dans l'essai clinique qui ont développé des thromboses avaient tous eu des niveaux d'antithrombine en bas de 15%. Donc, le protocole a été modifié pour garder le niveau d'antithrombine entre 15 et 35%, dans l'espoir de diminuer le risque de formation de caillots. Donc, ça, c'est quelque chose aussi important à comprendre quand ces traitements-là viennent en clinique. C'est qu'on a besoin de vérifier les niveaux d'antithrombine et s'assurer qu'on les diminue pas trop haut, qui va peut-être favoriser la formation de caillots. Aussi important de bien sélectionner pour quelles personnes est-ce que ces traitements-là sont importants. On sait que oui, peut-être que l'hémophilie A, l'hémophilie B sont potentiellement protecteurs contre les thromboses. Par contre, on sait que certaines personnes aussi avec l'hémophilie ont développé des caillots, ont eu des infarctus, des accidents cérébrovasculaires, ont eu des embolies pulmonaires, mais c'est très, très rare. Et ça complique beaucoup le traitement. Donc, c'est important de vraiment bien sélectionner ces patients-là pour ne pas causer plus de problèmes et plus de maux de tête pour la personne, mais aussi leurs médecins qui les traitent. Donc, je pense de ce côté-là, il y a beaucoup de questions qui demeurent importantes à répondre et à comprendre. Et ce qui est important pour nous de savoir une fois que ces médicaments-là viennent en clinique, c'est qu'on a besoin d'avoir des lignes directrices ou certaines informations plus détaillées de ce qui s'est passé dans les études cliniques pour chacun de ces patients-là qui a développé des caillots, pour qu'on puisse faire des décisions qui sont bien informées et puis discuter de ces risques-là avec les personnes qui sont intéressées à prendre ces médicaments-là. Donc, ce sont des médicaments à ne pas prendre à la légère. Effectivement, oui. Mais, par contre, c'est intéressant d'avoir des options. Oui, donc je pense que c'est ce qui relie tous ces traitements-là, c'est dans le fond le choix. Maintenant, on a l'avenir des soins en troubles de coagulation, en hémophilie, ne repose plus sur un seul meilleur traitement, mais on a plusieurs options qu'on peut adapter selon l'âge de la personne, selon leur mode de vie, selon le risque, selon la présence d'inhibiteurs ou non, et puis leur profil de risque, ce qu'ils acceptent comme traitement ou non. Donc, on a plusieurs options qu'on peut offrir, ou on devrait avoir plusieurs options qu'on va offrir. Merci, Dr. Khalifé, pour votre description très claire de ces nouvelles thérapies. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Nous espérons que cette vidéo ou ce podcast vous aura aidé à comprendre ce qui est dans le pipeline des produits passionnants mais complexes. Pour en savoir plus sur les nouvelles thérapies, nous vous invitons à explorer le programme éducatif sur les nouvelles thérapies sur le web de la Société canadienne de l'hémophilie, hémophilie.ca, et à écouter les autres épisodes de cette série de vidéos ou balados. Avant tout, pour ceux qui envisagent de suivre un traitement innovateur dans un avenir proche, il est important de consulter votre médecin traitant ou votre hématologue afin de mieux comprendre quel traitement est le plus adapté à votre cas. Cette série de balados est possible grâce à des subventions éducatives sans restriction accordées à la Société canadienne de l'hémophilie par Novo Nordisk, Pfizer Canada et Sanofi.